Mesdames et messieurs, d'abord, je vous remercie de cette invitation. Même si, à cause de vous, j'ai perdu plein d'amis sans en gagner un seul, et même si je suis bien conscient qu'en un sens, vous avez tout à gagner à ma présence, alors qu'en un sens, j'ai tout à perdre à venir chez vous. Cela dit, ça aurait pu être pire, j'aurais pu rester chez moi. J'aurais pu vous attaquer de loin, envoyer des tweets et dormir tranquille. J'ai préféré essayer quelque chose de coûteux pour moi et de déplaisant pour vous. J'ai préféré, en acceptant cette invitation, rompre avec des habitudes confortables pour vous dire, enfin, ce qu'ordinairement je dis de vous. Je suis venu, selon le mot de Raymond Aron, vous dire ce que je crois vrai et non ce que vous auriez plaisir à entendre. Je suis venu parce qu'il est trop facile d'avoir peur de vous et d'élever des digues à distance en espérant que ça tienne. Je suis venu parce que la diabolisation a le triple effet de vous rendre service, de vous faire trop d'honneur et de donner bonne conscience à celui qui diabolise. Nous imaginons parfois, dit Albert Camus dans ses lettres à un ami allemand, quelque heureuse barbarie où la vérité serait sans effort. Eh bien, c'est exactement cela que font les gens qui vous diabolisent et qui, en le faisant, vous permettent de penser que s'ils le font, c'est qu'ils sont incapables de vous réfuter. Or, pardonnez-moi, mais vous êtes aisément réfutables. D'ailleurs, je ne suis là ni pour cautionner votre démarche, ni pour vous convaincre, encore moins pour vous faire la morale, mais plus modestement pour vous déconstruire et vous dire en tout cas les quelques raisons pour lesquelles, à mon avis, ce que vous entreprenez, ce que vous esquissez aujourd'hui, ne marchera pas. Alors, attention, je ne parle pas de la tentative d'OPA sur la droite. Ça peut marcher. Les Républicains achèvent de mourir sur les questions sociétales. Quant au Rassemblement national, sous la forme qu'on lui connaît, c'est un vieux parti corrompu dont chacun sait que la patronne est une adversaire idéale pour le pouvoir en place. Il n'est donc pas impossible que, faute de concurrents, voilà un point d'accord entre nous, il n'est donc pas impossible que, faute de concurrents, vous emportiez le morceau, mais à droite, et à droite seulement. Ce qui ne marchera pas, en revanche, et j'en prends l'avenir à témoin, c'est la tentative d'arriver au pouvoir et de, citation, construire une alternative au progressisme en passant par la droite, qui plus est la droite dure. Et c'est à ceux qui pensent qu'une telle chose est possible, et je les sais nombreux dans cette assemblée, que je m'adresse ici d'abord. Ce qu'ils espèrent, ce que vous espérez, ne marchera pas, pour des raisons à la fois idéologiques, stratégiques et métaphysiques. La première raison pour laquelle ça ne marchera pas, c'est ce que les pédants appellent la caducité du paradigme droite-gauche. Ceux d'entre vous qui, comme moi, sont assez vieux pour avoir vécu, probablement dans le camp d'en face, la campagne de 92 sur le traité de Maastricht, se souviennent peut-être qu'on a vu surgir à ce moment-là, autour de la question européenne, des couples idéologiques dont on n'avait pas l'habitude. Pasqua et Chevènement du côté du non, Fabius et Juppé du côté du oui, etc. Alors, je sais qu'il y a des gens dans cette salle pour penser que Pasqua, Juppé, Fabius, Chevènement, tout ça, c'était du pareil au même, c'était l'UMPS. Le problème de cette analyse simpliste, c'est qu'en amalgamant l'UMP et le PS dans un gloubi-boulga libéralo-mondialisé, l'extrême droite de l'époque a manqué le sens véritable de ces causes communes entre gens antagonistes et la leçon qu'il fallait en tirer. Quelle était cette leçon? Que lentement, à pas compter, après la chute du mur, les démocraties occidentales sont passées du diptyque droite-gauche au diptyque que j'appellerais, moi, libéral contre souverainiste et que peut-être vous préférerez nommer mondialiste contre patriote. Peu importe le nom qu'on donne à ce nouveau duo. Ce qu'il est important de comprendre et d'admettre, c'est que le clivage libéral-souverainiste apparu en 92 s'est affermi en 2005 et s'est définitivement installé dans le pays en 2017 avec la victoire d'Emmanuel Macron, qui n'est pas une victoire de la gauche, mais une victoire du libéralisme. Pour le dire simplement, la question aujourd'hui, l'alternative, n'est plus « suis-je de gauche ou suis-je de droite ?», mais « ai-je intérêt à m'ouvrir au monde ou à me replier sur mon précaré ?» Et dans cette nouvelle répartition idéologique, on trouve des deux côtés de l'alternative autant de gens de gauche que de gens de droite. Dès lors, en vous appelant la droite, en essayant de capter les déçus de la droite et en leur laissant entendre qu'avec vous, ils ne seront pas déçus et trouveront un avenir commun, permettez-moi de vous dire que vous vous engouffrez dans une impasse. Alors, c'est une large impasse, trompeuse parce qu'elle est pleine de gens, mais c'est une impasse quand même. 2000 participants, 4000 participants, 20 000 participants n'y changeront rien. Dans la longue liste des scénarios possibles d'ici 2022, voire 2027, il n'y en a aucun où la droite l'emporte par la résurrection de son identité. En somme, vous avez autant de chances d'arriver au pouvoir en passant par la droite
qu'Olivier Faure en passant par la gauche. Et c'est peu dire. Ou bien d'atteindre la Lune en montant sur une échelle, si vous voulez. Alors, je sais bien que certaines d'entre vous, tout en reconnaissant ce nouveau clivage, persistent à le tenir pour politiquement inopérant. C'est une citation là encore. En cela, vous avez exactement le même discours que le PS. À quoi tient cette étrange communauté d'analyse? Comment expliquer que la gauche et la droite pensent toutes les deux que l'affrontement de demain, c'est la gauche contre la droite? Non parce que c'est une analyse, tous les chiffres la démentent et pas seulement les sondages, mais parce que c'est une question de survie et une façon de présenter comme un diagnostic la certitude qui vous arrange l'un et l'autre. En vous agrippant à la droite, comme le PS s'agrippe à la gauche, vous vous condamnez au parasitisme politique et à l'indécision sur la question européenne. Aussi, n'aurais-je qu'un mot à dire à cet égard, ne changez pas d'avis, car vous avez tort. La deuxième raison pour laquelle, selon moi, l'alternative au progressisme par la droite n'a aucune chance de fonctionner, c'est que, à moins d'être en 1815 et de sortir d'une révolution mondiale puis d'un empire géant, la nostalgie ne fait pas un projet. Le retour en arrière ne fait pas un avenir. La restauration, si j'ose dire, n'est pas un plat de résistance. Le sentiment que tout s'est perdu, l'exhumation idéale de valeurs égarées dans le tourbillon de nos mœurs inconséquentes, tout cela ne rassemble que des craintifs, qui sont nombreux, bien sûr, mais qui le sont de moins en moins et qui vieillissent. La défense de la vie ou de l'ordre naturel dans un univers d'IVG, de PMA pour toutes, de GPA possible, de mariage gay, de légalisation du cannabis, voire de la prostitution, on peut toujours rêver, ne sert qu'à consoler les gens qui ont le sentiment de s'y noyer. Il ne faut pas s'y tromper. Ce que vous êtes en train de construire n'est pas un paquebot du tout. C'est le radeau de la Méduse. Ou l'arche de Noé, si vous voulez, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est un bateau sans moteur. Et que c'est une opération de survie, pas une opération de reconquête. Le désir, citation, d'ancrer dans un avenir commun des gens issus de toutes les sensibilités de la droite, vous savez que quand vous m'interrompez, ça compte comme du temps additionnel. Hein. Le désir d'ancrer dans un avenir commun des gens issus de toutes les sensibilités de la droite, ne recouvre en réalité que des retrouvailles entre militants innombrables qui communient dans la déploration, ce qui est très agréable, mais politiquement stérile. Vous avez peut-être vocation à représenter la minorité qui ne retrouve plus ses petits dans la France mondialisée du XXIe siècle. Mais avec un tel cahier des charges, vous n'avez pas vocation à devenir majoritaire. C'est impossible, arithmétiquement. Les personnes tout à fait aimables qui m'ont invité à cette convention ont bien pris soin de préciser en amont que ce n'était qu'une convention et en aucun cas, citation, la naissance d'un mouvement. Eh bien, on ne saurait mieux dire. Il n'y a aucun mouvement dans ce que vous faites, juste une addition de fixations. Bref, parce que le paradigme a changé et parce que la nostalgie ne fait pas un projet, vous avez seulement l'avenir politique d'une force d'appoint. Et à ceux d'entre vous qui espèrent davantage, je recommanderais comme Descartes de changer leur désir plutôt que l'ordre du monde. Alors, attention, là encore, je ne présume pas de la qualité des valeurs qui sont les vôtres, bien sûr. Chacun croit ce qu'il veut. Et il n'est écrit nulle part que je serai plus que vous le détenteur de la morale. Mais je parle de l'efficacité des valeurs qui sont les vôtres dans un pays qui majoritairement leur tourne le dos. Car, et c'est la troisième raison pour laquelle, à mon avis, ce que vous faites ne marchera pas, la société elle-même est incurablement libérale. Comme elle est la société elle-même, c'est-à-dire le juge suprême dont parle Éric Zemmour, comme elle est majoritairement attachée au droit de disposer de son corps. Je n'entre pas ici dans le débat sur ces questions. Si vous me réinvitez un jour, on parlera ensemble de la PMA, de la GPA, de la peine de mort, du mariage pour tous, de l'IVG, de l'euthanasie, du porno, du cannabis, de ce que vous voulez. Mais ça n'est pas mon sujet aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, la seule chose que je suis venu vous dire, c'est que ces mouvements-là sont irréversibles, pour une raison simple, qui dépasse nos opinions respectives, au-dessus desquelles je vous supplie de vous élever un instant, le temps d'entendre l'évidence transpartisane que je vous donne maintenant. On ne revient pas sur une liberté supplémentaire. On ne retire pas aux gens le droit de se marier. On n'empêchera plus jamais en France les femmes d'avorter si elles le souhaitent, et plus aucun assassin jamais n'y sera condamné à mort. Grâce à vous, dit Robert Badinter, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécution furtive à l'aube sous le dais noir dans les prisons françaises. À moins d'un changement de régime. Si demain, par exemple, les Hongkongais perdent l'ensemble de leurs droits, c'est parce qu'ils auront été mangés par une dictature. Si demain, ce que je souhaite bien sûr,
Après avoir autorisé la PMA pour toute la France autorise l'euthanasie. Alors, on ne reviendra jamais dessus, comme on ne reviendra jamais sur le mariage pour tous, quoi qu'on en pense, ni sur l'IVG. Ce qui m'autorise à être si sûr de moi, ce ne sont pas mes convictions. À titre personnel, vous imaginez bien que je suis favorable à chacun de ses droits. Le progressisme, ça n'est que ça. Ce qui me rend si certain de ma prédiction, c'est la nature humaine en personne, ainsi faite que si vous lui donnez une liberté qu'elle n'avait pas auparavant, elle considérera qu'en la lui retirant, vous l'amputez d'une partie d'elle-même. C'est la raison pour laquelle on peut parfaitement appliquer, c'est amusant, la seconde loi de la thermodynamique au cas des libertés supplémentaires. Aucun retour en arrière n'est possible. Vous pouvez le souhaiter tant que vous voulez, et même vous satisfaire de le souhaiter, faites-vous plaisir. Mais revenir sur l'IVG, la PMA, la GPA, si elle entre dans la loi, la peine de mort, c'est aussi improbable que de retrouver un œuf intact en détournant une mayonnaise. Et pour cette raison, paradoxalement, votre conservatisme est, à mes yeux, une bénédiction. Je veux dire, ne commencez pas à devenir progressiste, s'il vous plaît. Continuez de croire qu'on peut prendre le pouvoir en France au XXIe siècle en estimant que les enfants sans père ne devraient pas exister, ou, pour certains d'entre vous, que l'IVG est un assassinat. Continuez de penser, si c'est le cas, que le mariage pour tous n'est pas un vrai mariage. Chaque jour d'honnêtes citoyens, peut-être parmi vous, d'ailleurs je les salue, vous donnent tort et s'en trouvent bien heureux. En vérité, je vous le dis, et je ne vous le dis que parce que je ne crains pas de vous faire changer d'avis en vous le disant, vous êtes beaucoup trop réac pour gagner quoi que ce soit. Vous préférez le bien, c'est-à-dire l'idée que vous en avez, à la liberté collective. Et, ce qui est plus grave que tout, vous brandissez des valeurs sans jamais questionner la valeur de ces valeurs. Par exemple, prenons juste un exemple. Je sais que beaucoup d'entre vous défendent l'idée d'une famille traditionnelle, comme si c'était un rempart contre le vice. Par exemple, donc, je sais que beaucoup d'entre vous défendent l'idée d'une famille traditionnelle, comme si c'était un rempart contre le vice. Je sais que beaucoup, souvent les mêmes, considèrent également que la nature commande de faire les enfants et de les élever d'une certaine manière, parce qu'au commencement, c'était plutôt comme ça qu'on faisait. Or, la nature s'en fout. La nature n'est pas une norme. Son fonctionnement n'est pas une intention. J'en veux pour preuve qu'on trouve la même proportion de crapules, d'inceste ou de toxicomanes chez les enfants issus de familles dites traditionnelles que chez les enfants de couples homosexuels. Si la famille traditionnelle protégeait de quoi que ce soit, ce serait parfait. Si la famille traditionnelle protégeait de quoi que ce soit, ce serait parfait. Mais vous n'en faites... Je crois que je vais lire un peu plus lentement, excusez-moi. Si la famille traditionnelle protégeait de quoi que ce soit, ce serait parfait. Mais vous n'en faites un rempart que parce que vous en faites une valeur absolue. Et qu'à ce titre, vous déniez aux autres un mode de vie qui, en lui-même, ne produit pas plus de vices que le vôtre. Pas moins non plus. En un mot, votre conservatisme, si éloigné de ce que le monde est devenu, et tellement inadapté à l'obtention de libertés irréversibles, sera, pour vous, ce que ses propres atermoiements sur l'Europe ou bien sa nullité en débat ont été pour Marine Le Pen, votre fossoyeur. Alors, encore une fois, ne changez rien. Ne changez rien. Conservez votre conservatisme, c'est l'assurance vie du camp d'en face. Conservez également, s'il vous plaît, la façon que vous avez d'être patriote, en tout cas pour certaines d'entre vous. Conservez l'illusion qu'on aime son pays quand on veut penser qu'il n'a rien fait de mal. Continuez de voir un exercice de masochisme et non de lucidité dans le fait d'assumer les crimes contre l'humanité qui ont été commis par la France. Car en cela, je ne veux pas vous interrompre, donc allez-y. Car en cela, s'il vous plaît. En cela, vous donnez à la francité tous les attributs d'un communautarisme. La façon dont vous êtes fiers d'être français donne le sentiment qu'être français est une valeur en soi. Or, l'être français n'est pas un dispensateur magique de vertu. Et la France, dans l'histoire, s'est souvent conduite comme le féal et le collaborateur de ses conquérants. Et on en vient à une question fondamentale. Et peut-être une divergence majeure entre nous. Qui aime le mieux son pays? Celui qui en accepte les zones d'ombre ou les pages sombres, ou bien celui qui les nie? Qui, en France, est vraiment patriote?
celui qui reconnaît que l'État français a profité de l'esclavage et de ses colonies, a organisé des rafles et ordonné, entre autres, la torture en Algérie, ou bien celui qui voit, celui qui voit dans le rappel de ces faits tous avérés, les accents de l'anti-France et la tyrannie de la pénitence. Reconnaître les fautes du passé, madame, mes parents viennent d'Algérie. Reconnaître les fautes du passé et les fautes commises par l'État, reconnaître les fautes du passé et les fautes commises par l'État, ne rien occulter des heures sombres de notre histoire, c'est tout simplement défendre une idée de l'homme, de sa liberté et de sa dignité, disait Jacques Chirac le 16 juillet 1995, dans le discours magnifique où il a reconnu la responsabilité de la France dans la déportation de Juifs. Mais changeons de pays un instant, on va changer de pays, tiens. Qui aime le mieux la Turquie? Celui qui reconnaît le génocide arménien ou celui qui brûle des kiosques en France parce qu'il n'aime pas la une du Point? Qui aime le mieux la Russie? Celui qui réhabilite le stalinisme ou celui qui en détaille les crimes? Et la Serbie? Celui qui reconnaît l'épuration ethnique ou celui qui nie l'existence des charniers? Et qui aime le mieux la Syrie? Celui qui reconnaît l'assassinat de sa population par un tyran ou celui qui se couche devant les Russes? Vous connaissez peut-être, la belle nuance de Romain Gary, selon qui le patriotisme, vous connaissez peut-être la belle nuance de Romain Gary, selon qui le patriotisme est l'amour des siens et le nationalisme, la haine des autres. Eh bien, à cela, je vois à votre réaction que tout le monde ne connaissait pas cette phrase. Je la redonne. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. À cela... S'il vous plaît, on n'est pas le MEDEF, nous on coupe pas la parole des gens. D'autant que... D'autant que l'homme que vous interrompez en l'occurrence, c'est pas moi, c'est Romain Gary. C'est un compagnon de la Libération, c'est un héros. À cela, néanmoins, j'ajouterai une chose. J'ajouterai que le patriotisme est aussi un amour exigeant qui regarde en face les crimes de son pays. Le patriotisme est aussi un amour exigeant qui regarde en face les crimes de son pays, alors que le nationalisme, ce communautarisme étendu à la nation dont soudain tout est bien parce que c'est mien, relève en vérité de la haine de soi, qui, pour ne pas assumer ses crimes, trafique la grande histoire et jette un voile pudique sur des infamies. La France n'est pas une vertu en soi. La France n'est pas un territoire, pas seulement, ou des traditions. La France n'est pas un égo-trip, un citoyen n'est pas un supporter. La France est une histoire tragique et bien souvent honteuse, mais la France est aussi une ambition qui va plus loin qu'elle-même ou qui dépérit à l'inverse, quand elle se cache ses propres crimes et qu'elle cherche, dans le confort de son terroir, un refuge à sa mauvaise foi. Dans ses lettres à un ami allemand, Camus écrit à un nazi « Je voudrais pouvoir aimer mon pays tout en aimant la justice. Je ne veux pas pour lui de n'importe quelle grandeur, fût-ce celle du sang ou du mensonge. » Et le nazi lui répond « Allons, vous n'aimez point votre pays. » Mais c'est lui qui se trompe. L'erreur de l'Allemand, du nazi en l'occurrence, est de confondre l'amour de son pays avec l'amour du territoire qu'on nomme ainsi. C'est la même erreur que font ceux qui croient défendre la France en se contentant de défendre ses frontières ou d'embellir son histoire. En matière de patriotisme, la vérité qui dérange est de meilleure compagnie que l'omission qui réconforte. Alors, pour l'anecdote, l'idée qu'un nationalisme étroit n'est en réalité qu'un communautarisme élargi m'est apparue avec évidence lors du fameux Couscous Gate de Florian Philippot. Vous vous souvenez bien sûr de cette affaire et de ces militants absurdes qui étaient tombés sur le pauvre Philippot parce qu'il avait organisé une couscous party à Strasbourg. Alors, que les choses soient claires, je ne vous ferai jamais l'offense de penser que vous approuvez les gens qui considèrent qu'à Strasbourg, on doit manger de la choucroute ou du cassoulet dans le Périgord. C'est trop bête. Mais si je reviens sur cette histoire, c'est parce que les ennemis de Philippot, en la circonstance, sont des caricatures de ce que j'essaie de vous dire. En dénigrant le couscous, pas pour son goût, mais pour son origine, en réduisant l'identité au respect d'un folklore ou d'un menu obligatoire, et la France a des rites dont le français devrait être le militant, ces imbéciles nationalistes ont mis le français sur le même plan que le noir, le juif, l'homosexuel ou le musulman, c'est-à-dire le plan communautaire. En faisant de l'être français une qualité en soi, on fait des Français une minorité parmi d'autres. Le patriotisme de la bouffe est un communautarisme. D'ailleurs, comme par hasard, comment comprenez-vous cela? De l'autre côté de l'échiquier, les indigènes de la République se sont eux-mêmes indignés que Philippot mangeât du couscous, mais eux, parce qu'ils y voyaient un symbole criant d'appropriation culturelle. J'aimerais tellement trouver les mots
pour attirer votre attention sur le fait que, même si le discours de la droite et le discours des indigènes semblent s'opposer frontalement, ils se ressemblent plus qu'ils ne s'opposent. Quelle différence, s'il vous plaît, entre les adversaires de l'appropriation culturelle, qui interprètent la consommation d'un couscous par un blanc comme une survivance de l'ère coloniale, et la droite de l'extrême droite qui choisit d'y voir un signe de décadence? Quelle différence entre le communautarisme qui interdit à un blanc de manger du couscous et l'identitarisme qui s'en indigne? L'un dénonce l'impérialisme français, l'autre redoute le grand remplacement, mais dans un cas comme dans l'autre, on racialise le débat, on communautarise le débat, et de part et d'autre, on vénère des souches. Or la souche, c'est le prototype d'une fausse valeur, c'est le modèle de tout ce qu'on aime, non parce que c'est aimable, mais parce que c'est soi-même. Une souche, c'est un arbre sans tête. Comment est-ce qu'on peut se vanter d'être un truc pareil? De façon générale, pardon, mais c'est la notion même d'identité qui marche sur la tête. Et puisque vous avez invité un prof de philo, on va faire un peu de métaphysique pour finir. À titre individuel, comme à l'échelle collective, l'idée d'identité n'a aucun sens. À titre individuel, ce que nous appelons le moi n'est jamais qu'une addition de souvenirs ou de qualités que la mémoire et l'ADN ont cousues ensemble pour nous donner l'illusion qu'en amont de toutes ces qualités, il y aurait un sujet. Mais quand on cherche le sujet lui-même, le sujet tout nu, séparément de toutes ces qualités, on ne trouve rien. Le moi, c'est comme le cœur de l'oignon. À l'échelle collective, ce que nous appelons l'identitarisme ou la pensée identitaire, qu'on retrouve indifféremment à la droite de la droite et chez les indigènes de la République, n'est jamais que la sanctification arbitraire de coutumes ou de couleurs de peau dont on aurait décrété un jour qu'elles étaient un but en soi ou une valeur en soi. Seulement, c'est la même erreur. Qu'on additionne des qualités ou qu'on sacralise les rites d'un terroir, c'est le vide qu'on retrouve dans les deux cas. Le sentiment d'avoir une identité et de se distinguer des autres par l'identité qu'on a est une double illusion. 1. Nous n'avons pas d'identité, autre que nos souvenirs. Excusez-moi, je reprends un tout petit peu en arrière. Le sentiment d'avoir une identité... Attends, pardon, je recommence encore. Une phrase plus haut. Qu'on additionne des qualités ou qu'on sacralise les rites d'un terroir, c'est le vide qu'on recouvre dans les deux cas. Le sentiment d'avoir une identité, de se distinguer des autres par l'identité qu'on a, est une double illusion. 1. Nous n'avons pas d'identité autre que nos souvenirs, nos habitudes et les particularités d'un ADN. Et ce qu'on se représente comme une souche n'est qu'un tas de feuilles mortes. 2. Pour cette raison, la passion de l'identité n'est pas une passion de la singularité, mais au contraire, une passion grégaire, une passion du troupeau. Pour croire à la fiction de son identité, il faut être nombreux, de même qu'il suffit à une sottise en ligne d'être liké 10 000 fois pour devenir une vérité. Pour le dire simplement, c'est à l'illusion de se protéger quand il se replie qu'on reconnaît l'esclave, ou plutôt, c'est au sentiment d'avoir une identité, d'être l'identité qu'il a, et d'avoir à défendre son identité contre d'autres identités que la sienne qu'on reconnaît le mouton. Voilà ce que, loyalement, je pouvais vous dire aujourd'hui dans le temps qu'on m'a donné. Merci de l'avoir entendu. J'ai pas fini. J'ai presque fini. Parce que vos credos sont désuets, parce que votre projet n'est qu'un rejet, parce que votre patriotisme est un communautarisme, parce que c'est le passé qui vous sert d'horizon et que vos principes sont des fictions, et enfin parce que vous auriez l'impression de vous perdre si vous changiez d'avis, ce que vous espérez ne marchera pas. Et je suis bien obligé de reconnaître Oui, s'il vous plaît. 4 lignes. Et je suis bien obligé de reconnaître que, contrairement à ce que j'ai dit d'abord pour justifier ma participation à cette convention, votre projet politique ne m'inquiète pas tant que ça, car il se prive lui-même tout seul de l'ensemble des moyens d'action nécessaires à la conquête du pouvoir. Merci de votre attention.